Alors moi je travaille depuis 35 ans, près de 35 ans en Amazonie. Alors j'ai suivi le cursus comme tout le monde au départ, archéologue voulant faire des études sur l'Amérique. J'étais obligé de suivre le canal des Mayanistes, parce que hors des Mayas, point de salut, il y a 30 ans. Et puis après mes premières fouilles en Guatemala, je me suis rendu compte, et puis en arrivant en Guyane, je me suis rendu compte qu'au Guatemala, vous aviez à peu près, je sais pas, 3000 archéologues pour un site. Et dans les années 80, en Amazonie, vous aviez plutôt un archéologue pour 3000 sites. Donc plus de potentiel. Mais à l'époque, ça intéressait assez peu de gens. Je me souviens de mon professeur qui m'avait dit, si tu continues l'archéologie en Amazonie, tu n'auras jamais de boulot, ça n'intéresse personne. C'est pas très gentil, mais c'était assez vrai à l'époque, ça n'intéressait personne. Il aura fallu qu'on découvre l'extrême biodiversité de l'Amazonie et qu'elle soit révélée au public à la fin du dernier millénaire pour que les gens commencent à regarder la forêt, surtout quand elle commence à être détruite. On n'est pas sorti de cette dynamique des chefs-d'œuvre en péril. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous changer le regard sur cette forêt et d'essayer d'éliminer peut-être des préjugés et des mythes qu'on s'est tous construits sur l'Amazonie et de vous parler d'une Amazonie un peu plus réaliste. Donc je vais faire une première présentation là-dessus. Et je vais partir de la définition même de l'Amazonie, qui est souvent présentée comme une forêt vierge tropicale qui doit son nom aux femmes guerrières qu'auraient vu les premiers explorateurs. Et cette assertion est complètement fausse, à vrai dire. Et je vais vous présenter en 3 points à quel point elle est fausse, parce qu'il n'y a pas de femmes guerrières en Amazonie. C'est pas une forêt, et surtout les femmes vierges. C'est quoi? C'est pas une forêt, parce qu'on a tendance à la voir un peu comme une espèce de brocoli géant, impénétrable, une espèce de forêt uniforme qui est impossible à pénétrer. On a encore cet a priori d'homogénéité, j'ai envie de dire d'ennui, de monotonie sur l'Amazonie. Alors qu'en réalité, l'Amazonie, c'est, je vous l'ai dit, 7 millions de kilomètres carrés, c'est un continent avec une énorme diversité d'êtres vivants et de paysages. L'Amazonie n'est pas uniforme non plus, c'est pas juste une forêt, c'est le terme le plus exact, c'est aussi une mosaïque de paysages. On y trouve des vallées alluviales, on y trouve un front de mer, ce que j'appelle l'Amazonie littorale, avec les Guyanes, donc un front de mer vaseux, avec de la mangrove, une plaine côtière marécageuse. On y trouve des varzeas, qui sont des vallées très fertiles, le long des grands fleuves. Il y a plus de 20 affluents de l'Amazone qui dépassent les 1500 km de long. Et on trouve des savanes, de grandes savanes, au Venezuela, dans les Guyanes, en Bolivie. On trouve des montagnes, alors que c'est une basse plaine, on va trouver des montagnes qui culminent à 3000 mètres d'altitude. C'est quand même pas rien, dans le sud du Venezuela et du Guyana. Vous les connaissez très bien, ces montagnes. Ce sont des grands plateaux qu'on appelle des tépouilles, et qui donc sont surgis des plus vieilles roches du monde, il y a 180 millions d'années, et ont formé des plateaux limités. Il y en a une centaine connus au Venezuela. La diversité de l'Amazonie, en Amazonie, on estime qu'il y a 16 000 espèces d'arbres. Sur un hectare, on va trouver entre 200 et 400 espèces d'arbres différentes, alors qu'en France, pour prendre un exemple, presque au hasard, on va trouver 20 arbres au kilomètre carré. J'ai choisi un coin de France que peut-être certains auront reconnu. En tout cas, on est dans un monde où la diversité est extrême. Pour les animaux, c'est la même chose. Un oiseau sur 6, une espèce d'oiseau sur 6 sur le globe provient d'Amazonie. Une espèce de batracien sur 8 provient aussi d'Amazonie.
un mammifère sur 11 provient d'Amazonie, et un serpent sur 17 provient aussi d'Amazonie. C'est pour vous dire l'énorme diversité animale et florale. 15% de la diversité mondiale de flore et d'animaux provient d'Amazonie. On est dans un monde d'explosion de vie et de diversité. Il faut penser à cette multiplicité, et cette diversité, on va la retrouver aussi à l'échelle des hommes, ce que j'ai tendance à appeler l'ethnodiversité, puisque sur cette Amazonie, encore aujourd'hui, malgré les 95% de la population qu'on a assassinée avec nos maladies, au moment du contact, on a tué à peu près 90 à 95% de la population amazonienne, et bien encore aujourd'hui, on parle 300 langues. Et je parle de langues, pas de dialectes. 300 langues sont encore parlées en Amazonie, très différentes les unes des autres, appartenant à une soixantaine de familles linguistiques. Alors je ne sais pas, à l'échelle européenne, on parle quoi, une trentaine de langues, il y a 3-4 familles linguistiques, donc pour vous dire à quel point ça peut être riche. En Nouvelle-Guinée, vous avez 600 langues qui sont parlées, sur une petite île, enfin une île pas si grande que ça. Donc les tropiques sont créatrices de diversité. Ici, vous pouvez voir une carte très très simplifiée du puzzle, de la mosaïque des familles linguistiques d'Amazonie. Et donc j'en viens à la dernière partie sur cette pseudo-forêt qui n'est pas vierge, puisqu'elle a été amplement transformée par l'homme. Alors on sait que l'homme laisse son empreinte dans le paysage. Il n'y a plus de doute maintenant que la nature n'a pas créé toute seule, et on le sait, puisque souvent nous on a été un peu excessifs, et ces empreintes-là on a été jusqu'à détruire les paysages. En tout cas, l'homme est présent comme co-constructeur de notre environnement. Alors évidemment, si je vous montre un très beau tableau de Church sur l'Amazonie, un peu de mal à y voir l'empreinte de l'homme, la trace de l'homme dans ce paysage apparemment sauvage. Oui, on est plus habitué à voir un paysage domestiqué, un paysage humanisé, comme ici dans le Midwest américain, où tous les maïs, vous avez une route. J'avais un ami qui vivait là-dedans, et qui disait quand il était petit, quand il allait à l'école, il comptait la distance qu'il séparait de l'école à chaque intersection, parce que c'était tous les maïs, donc il savait où se retrouver à chaque fois. C'est pas gay. Ça, en tout cas, ça c'est un vrai paysage anthropisé. Ou alors les rizières. Les rizières de Chine aussi sont très nettement un paysage fabriqué en grande partie par l'homme, tout comme les champs de thé chiliens, ou même les villes circulaires du Danemark. Nous aussi, on a en France un tout petit paysage fabriqué avec les jardins labyrinthes. Parfois même, l'homme va jusqu'à construire complètement un paysage, comme les îles Palmiers de Dubaï, qui sont une création complète de l'homme. En tout cas, c'est sûrement pas la forêt amazonienne qui a été construite par l'homme. Eh bien si, l'homme a participé à la création de cette forêt. D'abord par son action sur les plantes. Récemment, dernièrement, est sorti dans Science un article qui démontrait définitivement que les associations de certaines plantes de la forêt ont été induites par l'homme au moment de la domestication. Il a favorisé des croisements d'espèces, il a empêché des espèces de naître, et dans tous les sites archéologiques d'Amazonie, ou aux alentours, on va trouver un pourcentage d'espèces utiles ou utilisables par l'homme beaucoup plus importante que dans une forêt intouchée. Durant des siècles, et en rejetant les déchets, charbon, micro-ossements, déchets végétaux, morceaux de céramique, il a fabriqué, volontairement ou involontairement, ce qu'on appelle la terra preta, cette fameuse terre magique qui est le résultat d'une action anthropique forte et permanente, et donc qui a changé la composition chimique et mécanique des sols. Et cette terre qui est très stérile, très acide, est devenue très fertile. On calcule, certains scientifiques ont calculé qu'elle était 880% plus fertile que la terre alentour. Et actuellement, d'ailleurs, les Amérindiens
Mais vous tous, vous le faites aussi. On a tendance à accumuler les déchets autour des plantes pour qu'elles aient plus de nutriments que sur le sol naturel. Donc il a touché les sous-sols aussi. Et évidemment, ça correspond à des villages amérindiens. On va retrouver aussi tous les restes des villages amérindiens dans ces sites de terra preta qui sont estimés à 1 à 2% de la superficie du bassin amazonien. Donc c'est des grandes superficies, les sites les plus grands font 300 hectares. Il a aussi touché la morphologie du sol en creusant des canaux, des bassins, des chemins, et en surélevant des monticules agricoles, des monticules résidentiels, des chemins ou des digues. L'homme a transformé complètement la superficie de la forêt. Donc cette forêt, elle est tout sauf vierge. Et donc, parmi les actions qu'il a eues, il y a ces chemins qui vont traverser les grandes savanes inondables. Ici, on est en Bolivie. Des fossés cérémoniels, probablement. Ici, on est dans l'Acre. La Titide dont je vous parlais, Marajo, la taille de la Suisse, il y a des monticules. Il y en a aussi en Bolivie. Il y en a un peu partout. Il a vraiment été un terrassier hors terre. Je suis un jour tombé sur cette carte de l'UNESCO. Ah, c'est très beau, qu'est-ce qu'il y a comme site reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité, ça fait plaisir. Il y a juste un petit blanc de 7 millions de kilomètres carrés où il n'y a pas un site qui est sauvé. Et là, ça m'a vraiment énervé, je peux vous dire. Ah si, il y en a deux, vous voyez. Paramaribo, le fort de Zorgenhof, et Saint-Louis, la ville coloniale. Toujours cette espèce de fascination pour le dur, l'architectural. C'est ça c'est vraiment de l'art. Ça mérite. Le reste ne mérite pas d'être sauvé. Et ça m'a tellement énervé, j'en ai fait un bouquin où j'ai convoqué les plus grands spécialistes de l'Amazonie, qui était une espèce de plaidoyer qui est sorti l'année dernière, mais en espagnol, pour les gouvernements, c'est pour ça que j'ai fait en espagnol, pour les gouvernements d'Amérique du Sud, pour qu'ils prennent conscience du patrimoine qu'ils sont en train de perdre, et en tout cas pour qu'ils ne puissent pas dire on ne savait pas. Donc maintenant ils savent quels sont les sites amazoniens qui méritent notre regard, et cachés dans cette forêt, quand même, il y a des trésors qui mériteraient d'être sauvés. Et le dernier, il y a 2 mois, exactement, Chilevekete, un tépouille, vous le connaissez. On a découvert il y a quelques années des tépouilles aussi en Colombie, et même au sud du Venezuela, dans un territoire assez sauvage, que j'ai visité il y a 2 mois, puisqu'il était aux mains des FARC et des narcos pendant 40 ans, donc personne ne pouvait y aller. Si on pouvait y aller, mais on n'en revenait pas. Et donc depuis les accords de paix signés il y a 2 ans, ce territoire s'est ouvert, et des peintures rupestres de 20 000 ans jusqu'à nos jours, les Indiens continuent à fréquenter les lieux, ont été découvertes dans ce site merveilleux. Et ce site, suite au bouquin, suite à un dossier monté par les Colombiens, a été le premier site amazonien classé au patrimoine mondial de l'humanité, le 1er juillet 2018. Donc j'en suis très fier. Mais cette partie artistique, j'en parlerai demain. Soit à des concours, soit à des fêtes. Et donc très souvent, les femmes sont seules dans le village. Et c'est sûr qu'elles doivent se défendre, elles se défendent. C'est peut-être ça l'origine aussi des Amazones.